Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo d'où proviennent les dossiers de nos utilisateurs, comment leurs données sont structurées et comment faire pour vérifier ces données et éventuellement les modifier. Avant ça, on va apprendre à trouver, à chercher un dossier. Donc on a pour ça deux méthodes. Une première méthode, c'est d'utiliser ici la fenêtre de recherche. Donc je me positionne sur le critère de pré-recherche utilisateur. Je tape le nom, le prénom ou un identifiant qui se rapporte à mon lecteur. Donc le dossier va s'ouvrir, voilà. C'est la première des deux méthodes. L'autre méthode, c'est dans le contexte des activités que vous pouvez avoir en banque de prêt, c'est appeler le dossier depuis la banque. Donc vous êtes localisé sur votre banque, vous voyez, bibliothèque de l'Arsenal, vous cliquez sur le menu service aux usagers et vous allez appeler le dossier simplement en posant la carte du lecteur sur votre lecteur de carte. L'autre possibilité, si vous n'avez pas de lecteur de carte ou si aucun résultat ne remonte, c'est d'aller chercher ici, ça revient à faire une recherche, aller chercher ici le dossier de votre lecteur. Donc on va l'appeler par cette méthode. On clique sur OK. Voilà. On est sur la fenêtre des prêts. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accéder au dossier. Alors ici, on a deux méthodes pour accéder au dossier. L'une qui consistera à passer par modifier les informations utilisateurs et l'autre qui consisterait à cliquer ici sur un identifiant qui est l'identifiant informatique qui sert à gérer l'accès de l'usager au compte lecteur Primo. Et pour vous, professionnels aussi, l'accès à Alma. Donc on va privilégier ce lien tout simplement parce que l'autre lien va m'amener sur une page où les informations sur l'usager sont relativement réduites. Ce que je veux voir, c'est tout le dossier de mon lecteur. Donc, on clique sur ce lien identifiant. On arrive sur un onglet qui est baptisé identifiant sur lequel on reviendra, mais on n'a généralement pas grand-chose à faire. Nous, ce qui nous intéresse sont les informations relatives au lecteur qui sont sous l'onglet informations générales. Donc, on va prendre la lecture de ces informations dans l'ordre. Simplement, avant d'entrer dans le détail, je vais attirer votre attention sur les informations de résumé qui se trouvent ici, et plus précisément sur l'information qui se trouve là, baptisée externe. Externe, dans le jargon d'Alma, c'est un utilisateur dont les données proviennent d'un système source extérieur. C'est-à-dire, en clair, il s'agit d'un usager institutionnel, un étudiant, un enseignant-chercheur ou un personnel. Donc, pour chacune de ces catégories, les données sont produites dans un autre système. On va dire dans le système de gestion de scolarité pour les étudiants, dans le système de ressources humaines pour les enseignants et les personnels administratifs et des bibliothèques. Donc, le cycle de vie de ces données se déroule à l'extérieur d'Alma. Les données proviennent d'un autre système et sont importées dans Alma. Un petit peu d'ailleurs comme les notices du SUDOC qui sont importées dans les systèmes de gestion de bibliothèques. Alors nous, dans le contexte toulousain, les données ne proviennent pas directement des systèmes de scolarité et de ressources humaines. Elles proviennent en fait du système de gestion de cartes multiservices, qui est le logiciel qui sert à éditer les cartes d'étudiants et les cartes professionnelles, ce qu'on appelle couramment la carte MUT, MUT pour multiservice. Donc voilà, il y a une récupération qui est faite indirectement, puisque les données qui viennent du système de gestion de cartes, elles proviennent bel et bien de la scolarité ou du logiciel de ressources humaines. Simplement, nous, on récupère tout dans une seule base qui est ce système de gestion de cartes multiservice. Cela explique qu'il va y avoir un temps de décalage entre le moment où un étudiant est inscrit ou le moment où un personnel est créé dans la base ressources humaines, de gestion des ressources humaines de l'établissement, et le moment où on va récupérer son dossier dans Alma. Il faut compter à minima 48 heures. Autre limite sur laquelle il faut être attentif, on aura l'occasion de revoir ça dans une autre vidéo, un usager institutionnel, un étudiant, personnel, enseignant, qui n'aurait pas de carte MUT, il n'aurait pas fait éditer sa carte MUT, ça peut arriver notamment pour les enseignants, eh bien, cet usager-là, sans carte MUT, nous ne récupérons pas son dossier, parce que nous ne récupérons pas les dossiers directement des systèmes sources, mais uniquement du système de gestion de cartes multiservices. Donc, tous nos usagers institutionnels vont
être importés dans Alma comme des usagers externes. A contrario, les usagers qui sont vraiment extérieurs, ou ce qu'on appelle aussi les usagers autorisés, hein, les enseignants du secondaire, les enseignants du primaire, des gens qui ont notre activité dans le secteur privé et qui ont besoin de fréquenter nos bibliothèques, tous ces lecteurs-là, on va les inscrire directement dans Alma. On ne va pas les importer d'une base extérieure, puisqu'ils n'existent pas dans nos bases locales. Donc on va les créer directement dans Alma, et du coup, ils vont apparaître ici comme type de compte interne. C'est un petit peu contre-intuitif, mais un usager interne, c'est un usager qui est créé dans Alma directement, et donc il s'agit d'un lecteur autorisé, tandis qu'un usager externe, c'est un usager qui est créé dans une base source extérieure, et il s'agit donc d'un lecteur institutionnel. On va pouvoir maintenant regarder le détail des informations de notre lecteur. Donc là, pour un usager institutionnel, on a des informations qui sont en grisé. Ce sont des informations théoriquement qui ne sont pas modifiables, précisément parce que ces données-là proviennent du système source, d'un système source extérieur, et que c'est dans ce système source extérieur que les données doivent être modifiées s'il y a lieu. On verra quand même dans quelques minutes comment faire pour modifier les données de notre lecteur. Les champs qui sont en blanc, par contre, sont les champs que vous pouvez directement éditer. Alors, on va passer tout ça un petit peu en revue, en commençant par les informations vraiment très courantes, hein, le prénom et le nom, qui sont deux informations obligatoires. Troisième information obligatoire, c'est l'identifiant principal, qui est donc l'identifiant qui va servir à gérer les accès au compte lecteur sur le catalogue public ou, pour les professionnels des bibliothèques, les accès à Alma. Voilà. Pour des usagers institutionnels, ce sont des informations qui proviennent de l'annuaire LDAP de la commune. C'est un annuaire dans lequel on va trouver tous les comptes informatiques des personnes qui appartiennent à un établissement relevant de la commune Université fédérale Toulouse-Midi. Si on continue dans la suite, on va trouver ici là, une information que vous pouvez librement éditer, qui est le groupe d'utilisateurs. Alors, pour les usagers institutionnels, en fait, c'est une information qu'on crée à l'importation du dossier et qu'on crée à partir des données qui viennent du dossier. Il y a certaines catégories, certaines informations qui vont nous permettre, par exemple, ici, d'inférer que notre usager est un personnel. Pour le reste, vous voyez, il y a d'autres catégories. Il y a des catégories pour les étudiants, des catégories d'étudiants d'ailleurs de différents niveaux, licence, master, doctorant, catégories pour les professeurs, et ainsi de suite. Pour les catégories étudiants, d'ailleurs, vous voyez qu'elles sont doubles. Il y a L et L réservé à UT1, M et M réservé à UT1. C'est tout simplement parce qu'à l'Université Toulousain, il y a des droits, on a possibilité de payer des droits d'inscription supplémentaires pour pouvoir emprunter davantage ou plus longtemps dans les bibliothèques de l'Université Toulousain-Capitole. Donc voilà. Là, on va importer les usagers qui sont dans ce cas-là, on va les importer avec des catégories spécifiques à cette université. Autre information éditable librement, mais que là aussi on importe, on crée à l'importation, le campus. Alors le campus dans Alma, c'est un campus plutôt géographique, mais nous, l'utilisation que nous en faisons, c'est celle de l'établissement, l'établissement d'affectation. Et plus précisément, parce que ça c'est un point important, l'établissement principal d'affectation de notre usager. Parce que vous pouvez avoir des étudiants qui ont une double inscription, vous pouvez avoir des personnels qui aussi ont un double contrat. Par exemple, un enseignant est maître de conférence dans une université donnée, mais va donner quelques cours supplémentaires dans une autre université de notre site. Eh bien, ces usagers-là, si on les reconnaît, si on reconnaît leur dossier comme appartenant à une seule et même personne, on va dédoublonner les informations qui s'y trouvent pour ne garder à chaque fois qu'une seule valeur. Donc là, on a des règles à l'importation, des règles de traitement qui nous font garder à ces endroits les informations qui relèvent, on va dire, de l'affectation principale. Par exemple, pour un étudiant, s'il y a une double inscription en licence à l'Université Jean Jaurès et en master à l'Université Toulousain, on va garder les informations qui relèvent de l'Université Toulousain. Parce que, a priori, c'est l'inscription principale de notre étudiant. Alors, les autres informations, la langue, une liste assez longue, hein, vous voyez, sur les langues, mais la langue, en fait, elle est binaire, c'est français ou anglais. Et en l'occurrence, tous les dossiers qu'on importe des systèmes sources extérieurs, c'est le français. On pourrait éventuellement changer, mettre l'anglais, ça veut dire que Alma enverrait les communications en anglais à notre lecteur.
On continue encore les autres informations, les informations personnelles sur la date de naissance et, par contre, plus intéressant, des informations de gestion, comme la date d'expiration. Donc, c'est la date au-delà de laquelle l'usager ne pourra plus emprunter, ne pourra plus accéder à son compte lecteur. Donc là, il s'agit d'un personnel de bibliothèque. On a généralement des dates d'expiration qui sont très lointaines. En 2030, on a le temps de voir venir. Pour des étudiants, la date d'expiration, généralement, c'est octobre de l'année suivante. En complément de la date d'expiration, on a une date qui est baptisée ici date d'élimination. Le terme est un petit peu brutal, mais en fait, c'est la date qui sert de critère de référence pour la suppression des dossiers à l'aide d'un traitement par l'eau qui est intégré à ALMA. Autrement dit, si je prends cet exemple, 31 mars 2031, quand on va lancer le traitement, alors si on est encore là, en 2031, mais si on utilise encore ce système, ce n'est pas évident non plus, si on lance ce traitement le 1er avril 2031, le traitement va supprimer ce dossier parce qu'il a une date d'élimination qui est passée. Donc les deux marchent de manière complémentaire. Encore une fois, ce sont des informations qu'on va directement créer au moment de l'importation pour un lecteur institutionnel. La date de dernière activité, ça, ce n'est pas des choses qui viennent de l'importation, ça, c'est lié à l'activité du lecteur. C'est la dernière fois qu'il a fait un prêt, c'est la dernière fois qu'il a fait un retour, c'est la dernière fois qu'il a fait une réservation, ou c'est la dernière fois qu'il s'est connecté à son compte lecteur. Ensuite, on a ici un bloc qui est masqué, information de gestion utilisateur, qui sera déplié dans le cadre d'un lecteur autorisé, puisque c'est là qu'on va trouver stocké son mot de passe. Donc, pour un lecteur institutionnel, l'authentification au compte lecteur ou à ALMA est déléguée au serveur CAS de l'Université de Toulouse. Donc, ce bloc d'information est vide. Et dans le troisième bloc, on va trouver les rôles de l'utilisateur. Alors là, il s'agit d'un professionnel. Donc, on a des rôles de type professionnel. Administrateur, catalogueur, gestionnaire des achats, ainsi de suite. Mais pour un usager lambda, étudiant par exemple, on va trouver un rôle de lecteur. C'est ce rôle qui va lui permettre d'emprunter et de se connecter à son compte lecteur. Pareil, par défaut, ce rôle est assigné à tout usager que l'on crée par importation dans le système. On va passer sur les onglets suivants, les informations de contact de notre lecteur. Donc, les adresses postales. Donc là, pour des professionnels, il s'agit des adresses professionnelles en règle générale, des numéros de téléphone. Idem, il s'agit généralement des numéros de téléphone professionnels et des adresses mail. Chacune de ces adresses est identifiée par une coche. À chaque fois, il y en a une par catégorie d'adresse. Adresse postale, il y en a une. Numéro de téléphone, il y en a une. Adresse email, il y en a une. Bien, ces coches identifient ce que le système appelle des adresses préférées. Si je prends ici la partie adresse email, toutes les communications qui vont être envoyées par le système vont être envoyées sur cette adresse. Parce que c'est cette adresse qui est privilégiée pour la communication avec ce lecteur. Le troisième bloc, le troisième onglet, c'est l'onglet identifiant. Là aussi, c'est un petit peu de la tambouille, c'est créé à l'importation du dossier. En fait, ce sont les identifiants qui sont embarqués dans son dossier et en l'occurrence dans ses cartes. Donc en l'occurrence, dans chaque carte, on a une paire d'identifiants, un numéro qu'on appelle le numéro UNR, qui est le numéro qui est inscrit sur la face avant de la carte et de l'étudiant de la carte professionnelle. C'est ce numéro-là qui est lu d'ailleurs quand on pose la carte sur le lecteur de carte. Et on a un autre identifiant qui est embarqué dans la puce de la carte, qui est un identifiant marqué code barcode en anglais. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a généralement pas besoin d'intervenir. Autre onglet qui est vide, parce que généralement, toujours, même à l'importation, il est toujours vide, c'est l'onglet notes. Alors, l'onglet notes, c'est un onglet qui est plutôt réservé aux bibliothécaires pour mettre un commentaire sur ce dossier. Alors, ça peut être des notes à usage interne, c'est-à-dire qu'il n'y a que les bibliothécaires qui le verront quand ils ouvriront le dossier, ou ça peut être des notes qu'on rend publiques pour que l'usager les voit dans son compte lecteur. Typiquement, dans ce genre de cas, ça va être des notes du style vous avez oublié votre carte d'étudiant, vous pouvez venir la chercher à tel endroit. Ça permettra, ce sera à la fois vu par le bibliothécaire quand il ouvrira le dossier, mais ce sera également vu par le lecteur quand il lira dans son compte lecteur. L'onglet blocage est en règle générale incrémenté automatiquement par le système, notamment quand un usager aura un document en retard. Il aura un document en retard, il va être bloqué, pour peu qu'il ait passé les 3 jours de délai de grâce que les bibliothèques du réseau veulent bien lui accorder. Donc, quand il a passé ce délai de grâce de 3 jours,
quand il rend son document en retard, il est bloqué sur la base d'une règle d'1 jour de suspension des droits de prêt, et plus généralement des services aux usagers, pour 1 jour de retard. Donc ça, c'est un blocage que crée automatiquement le système, et de la même manière, c'est un blocage qui sera automatiquement supprimé par le système passé un certain délai. On a la possibilité néanmoins d'ajouter des blocages manuels, ça ne se fait généralement qu'en fin d'année, dans le contexte de la délivrance des quitus. L'onglet amendes et frais, je n'en dis rien, quasiment rien, puisqu'en fait, nous n'appliquons pas les amendes, ou plus exactement, nous ne gérons pas de pénalités financières avec amendes. Donc cet onglet sera toujours vide. Les statistiques sont des catégories statistiques qui servent donc à faire des statistiques, des rapports sur l'activité de prêt des bibliothèques. Dans ces catégories statistiques, on va les créer à l'importation du dossier en fonction des données qui sont dans le dossier. Ça va être pour un étudiant l'UFR, son année d'études, le code diplôme ou des choses de ce style. Les pièces jointes, c'est un onglet qui est automatiquement incrémenté par Alma, qui va comporter tous les messages envoyés par le système à l'usager. Alors vous, en tant que bibliothécaire, vous allez aussi recevoir des messages d'Alma. Eh bien, ces messages-là, qui sont, on va dire, à la finalité strictement technique, vous allez aussi les retrouver ici dans l'onglet pièces jointes. Et pour un étudiant ou un usager lambda, de manière générale, on va retrouver, par exemple ici, les lettres de relance vont s'incrémenter là, à chaque fois que le système aura pu l'envoyer sur l'adresse préférée qui est là. Mandataire pour, c'est un onglet que je mentionne juste par acquis de conscience. C'est une fonctionnalité d'Alma que nous n'utilisons pas qui permet de faire des prêts pour le compte d'un autre lecteur. Pour les bibliothèques de lecture publique, typiquement, on a tendance dans les familles à se prêter ces cartes. Donc là, on peut imaginer le père qui peut emprunter pour ses enfants ou réciproquement. Dans un contexte universitaire, ça pourrait être la secrétaire du laboratoire qui emprunte pour le compte des chercheurs de son laboratoire. Bon, ça, c'est un service qui n'est pas aujourd'hui utilisé. Et l'historique, c'est l'historique de toutes les mises à jour qui sont faites dans mon dossier. Donc, il va y en avoir plus ou moins en fonction de la durée de vie du dossier. Voilà. On va tout trouver, on va trouver les traces à chaque fois, à quelle date, qui et quoi a été modifié. Voilà à peu près une vue générale sur le dossier de notre lecteur. Alors, on va voir maintenant comment contrôler, modifier le dossier. C'est particulièrement utile pour les bibliothèques qui souhaitent imposer une vérification avant tout premier prêt. Il y a un mécanisme de contrôle qui est préalable au prêt avec l'indication, l'ajout d'une note en l'occurrence, qui indique que le dossier a été vérifié avant son premier prêt. Néanmoins, tout le monde peut être amené à un moment ou à un autre à faire des modifications sur un dossier. Alors, généralement, pour un usage rationnel, les modifications sont faites comme l'import, c'est fait automatiquement. Dès qu'il y a une modification dans les systèmes sources, elle se répercute dans le système de gestion de cartes multiservices et elle se répercute dans le système. Il peut arriver, pour X ou Y raison, je vous passe les détails, que la mise à jour ne s'est pas faite ou va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc pour cela, vous pouvez être amené à donc intervenir sur ces dossiers. Et pour intervenir sur ces dossiers, vous allez ici cliquer sur « Ouvert pour mise à jour ». Alors vous allez voir s'afficher une fenêtre pop-up un petit peu monstrueuse, donc on ne va pas la lire parce qu'elle est un petit peu incompréhensible. Il faut 3 ans, 2 ans, plus de 2 ans que je la vois et je ne la comprends toujours pas. Vous répondez non. Vous dites en fait en quelque sorte que les champs que vous modifiez, vous souhaitez qu'ils ne soient pas écrasés. Et vous voyez, en ayant ouvert le dossier pour mise à jour, on a vu tous les champs basculer en blanc. Donc tous les champs désormais sont éditables. Alors par exemple, ce qui va se passer souvent, pas si souvent que ça, mais ça va être ce genre de cas-là, on va modifier la date d'expiration. Parce que l'usager, par exemple, son étudiant, il s'est réinscrit l'année suivante, mais la mise à jour n'a toujours pas été répercutée. Donc vous pouvez très bien attendre, mais si jamais, mois d'octobre, la période est bien avancée, vous voyez que la mise à jour n'a pas été faite, vous allez corriger vous-même. Et au lieu de mettre, on avait le 30 octobre 2020, mettons, au lieu de laisser le 30 octobre 2020, vous allez mettre le 30 octobre 2021. Alors quand vous modifiez une date d'expiration, en l'occurrence, il faut faire attention parce que la date d'élimination n'est pas recalculée en fonction de la modification que vous avez faite ici. Il va falloir modifier les deux. Et ça, c'est important, parce que sinon, si je laisse les choses en l'état, vous voyez, il y a un vrai décalage, et ça veut dire qu'il va falloir attendre 10 ans
après l'expiration du dossier pour supprimer ce dossier. Donc ça ne va pas du tout. Donc on va modifier les deux sur la base d'une règle qui est de fixer la date d'élimination 3 mois après la date d'expiration. Donc si j'ai mis le 30 octobre 2021, je vais mettre le 30 janvier 2022 comme date d'élimination pour mon dossier. Voilà le genre de modification que vous pouvez être amené à faire. De la même manière, dans les informations de contact, c'est aussi un élément important parce que vous allez contrôler qu'il y a la bonne adresse, parce que vous voulez que les messages de relance arrivent bien au destinataire. Vous allez vérifier avec le lecteur que ce sont bien ces adresses qui sont renseignées. Peut-être que lui, par exemple, il souhaiterait avoir son numéro de portable indiqué dans son dossier, parce que souvent, on n'a pas les numéros de portable dans les dossiers. Donc, vous avez la possibilité soit de modifier. Alors, comme on est resté sur ouvert pour mise à jour, on peut le faire simplement en cliquant sur les 3 petits points. Sinon, si on n'avait pas cliqué préalablement, il aurait fallu le faire à ce moment-là. Autrement, vous pouvez aussi directement ajouter un numéro de téléphone. Alors, quand vous ajoutez un numéro de téléphone, il va falloir penser, déjà sélectionner le type, parce que c'est une utilité folle, mais c'est Alma qui le veut. Et vous allez surtout devoir penser, à renseigner le numéro comme un numéro de téléphone préféré, parce que je présume que vous n'allez pas ajouter des numéros pour la décoration. Le numéro que vous allez ajouter ou l'adresse que vous allez ajouter, c'est vraiment l'adresse sur laquelle, ou le numéro de téléphone que l'usager souhaite voir utilisé. Donc, pensez bien à dire oui. Donc, vous avez renseigné le numéro, vous avez renseigné le type. Alors là, je vous conseille, dans ce cas de figure, de laisser cette case décochée. Pourquoi? Parce que ajouter comme externe, si vous cochez, vous allez indiquer au système qu'il doit traiter cette donnée comme si elle provenait d'un système source extérieur. Ce qui signifie qu'à la prochaine mise à jour automatique du dossier, cette donnée que vous avez renseignée, elle va être écrasée. Donc là, comme on est vraiment dans l'ajout d'une adresse ou d'un numéro de téléphone qui était absent, on souhaite que ces données soient conservées, y compris en cas de mise à jour du dossier. Donc on laisse ça décocher. Ajouter et fermer, et nous avons fini. Et alors, si vous travaillez dans les bibliothèques qui imposent, on va dire, le contrôle préalable à tout près, vous allez devoir rajouter une note pour dire aux collègues qui viendront plus tard que oui, le dossier, vous l'avez vérifié avec le lecteur et qu'ils peuvent faire un prêt sans restriction. Donc, dans ce cas de figure, vous allez cliquer sur l'onglet Notes et vous allez ajouter ici une note. Alors, vous voyez, c'est pareil, ajouter comme externe. Si vous cochez oui, cette note va être écrasée à la prochaine mise à jour, ce qui n'a pas d'intérêt. Donc, on va la laisser décocher et on va indiquer tout simplement que le dossier a été vérifié. On va mettre la date pour savoir à quelle date il a été vérifié, ce sera important. Le type, ça n'a pas grande importance, moi je mets circulation. Ce qui est plus utile, c'est ce qui est là. Alors là, c'est une note strictement à usage professionnel, à usage à destination de bibliothécaire. Donc, on ne va pas la rendre visible par l'utilisateur. Bon, en revanche, si j'avais indiqué à mon lecteur qu'il avait oublié son parapluie, oui, là, j'aurais pu cocher. Donc ça, on laisse décocher, vu la nature de la note. Et par contre, on peut mettre note pop-up. Ça permettra un meilleur affichage de la note à la prochaine ouverture du dossier. Voilà, un clic sur Ajouter et fermer. Je clique sur Enregistrer. Alors, champ de numéro de téléphone à l'onglet, information de contact must be numérique. En bon français, il n'aime pas le fait qu'il y ait des numéros qui comportent des caractères autres que des chiffres. Et effectivement, si je reviens derrière, vous voyez, on a pu à l'importation importer un numéro, ou un pseudo-numéro d'ailleurs, un préfixe, avec un plus et des parenthèses. Donc ça, l'importation, ça ne gêne pas, mais quand on fait l'enregistrement manuel du dossier, vous voyez, il n'aime pas. Donc ce que vous pouvez faire, on aurait pu déjà supprimer ce numéro de téléphone, puisque de toute manière, ça n'était pas vraiment ça. Mais vous voyez là, hop, je me contente de supprimer les caractères parasites pour faire mon enregistrement. Et nous avons fini. On va pouvoir faire le premier prêt à notre usager. Et vous voyez, il y a une mention dossier vérifié. Si je ressors de mon dossier, je vais le rouvrir pour vous montrer la même note va s'afficher de manière un petit peu plus visible. Fenêtre pop-up. Donc on a vérifié le dossier avec le lecteur. On a confirmé que le dossier était valide, pour les bibliothèques en tout cas qui souhaitent faire ça. Et on n'a plus qu'à prêter à notre lecteur les documents qu'il souhaite. Voilà, c'était tout pour la gestion des dossiers d'utilisateurs. Je vous remercie de votre attention.